Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure où vous nous suivez et nous vous disons merci de demeurer fidèles à Business and Market Télévision, BM Télévision, qui se veut être une télévision devant faire la promotion de tout ce qui nous permet d'aller de l'avant, tout ce qui permet à la République démocratique du Congo de connaître un développement. Et comme d'habitude, nous aurons une entrevue dans la 45 de BM Télévision avec une personnalité sur des sujets qui concernent cette nation, la nation de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, toujours étendue sur 2 345 409 410 km², ça dépend. Merci pour votre fidélité, on se retrouve juste après la petite pause. Vous l'avez suivi, le président américain Joe Biden, du moins le président sortant, parce que le nouveau président américain entre en fonction au mois de janvier, Donald Trump. Joe Biden a effectué sa seule et unique mission ici en Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, on peut le dire ainsi, et retenez que dans cette mission-là, la République démocratique du Congo était au centre de ses enjeux, parce qu'il s'est rendu en Angola pour évoquer en primeur la question relative au corridor de Lobito, qui se trouve être en Angola. Mais il y a beaucoup de sujets qui suscitent cet intérêt ce jour, parce que, vous l'avez remarqué, ça va dans tous les sens. La République démocratique du Congo, la plus grande perdante selon les uns, la République démocratique du Congo bénéficiaire selon les autres, et d'autres pensent que les Américains sont beaucoup plus réalistes. On va faire les contours de tout ce qui concerne la question du corridor de Lobito avec quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui s'y connaît, il s'agit de monsieur Yav Charles, il s'agit de Charles Yav, il est analyste et économiste et il connaît aussi l'histoire de la République démocratique du Congo. Et il est suffisamment capé, comme on le dit dans notre jargon ici en journalisme. Monsieur Yav, je vous dis bonjour. Bonjour Monsieur Zaïnda, je suis très heureux de venir partager mes connaissances avec vous et vos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation. Je l'ai dit parce que les gens vont peut-être le découvrir. Visiblement, nous saisissons mal la question de Lobito. Avant que nous n'abordions le sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est ces corridors de Lobito et quand est-ce qu'il a commencé et qu'en est-il? C'est très intéressant. C'est une question qui est importante et qui permet en fait de circonscrire le débat. Le corridor de Lobito date, ou disons plus sincèrement, plus simplement, le chemin de fer de Benguela a été construit par un ingénieur écossais, britannique, au début du XXe siècle. Il s'appelle Robert Williams. Il avait une entreprise qui s'appelait Tanganyika Concession Limited. Cette Tanganyika Concession Limited était le partenaire au sein de l'Union minière de l'État indépendant du Congo, qui, au sein de l'Union minière, était représenté par le comité spécial du Katanga, qui était un établissement qui regroupait et l'État indépendant du Congo et les intérêts privés de M. Theis, de Theisville, le constructeur du chemin de fer entre Kinshasa et... Voilà, qui avait financé justement l'exploration du Katanga à la fin du XIXe siècle parce que Léopold II n'avait pas l'argent pour le faire. Okay. Donc, lorsque par un ingénieur d'ailleurs de la Tanganyika, on découvre réellement qu'il y a des gisements de cuivre au Katanga, on se pose la question de leur évacuation. La première route pour leur évacuation était la route qui a été construite par Cecil Rhodes, pour lequel d'ailleurs Robert Williams a travaillé d'abord, du Cap jusqu'au Katanga. Loin route, comme ça? C'est la route du Sud. Qui passe par la Zambie, ensuite qui passe par l'Afrique du Sud. Ça a été la première route qui a été utilisée. Seulement, en fait, il y a eu ensuite la route nationale, la voie nationale congolaise, qui a été construite durant cette époque. C'est d'abord construite le chemin de fer du Bas-Congo au Katanga. Ça s'appelle le BCK. Vous connaissez cette entreprise, vous en avez entendu parler. Et puis ensuite, Robert Williams avait construit la ligne de chemin de fer du Katanga, de Sakanya jusqu'à peu près Lubumbashi-Likasi. Alors, il se rend compte qu'en réalité, le chemin de fer le moins coûteux, c'est le chemin de fer de Benguela, parce que la distance y est plus courte que dans les deux autres cas, dans la mesure où c'est 2 fois plus court que le chemin de fer, la voie nationale,
qui comporte en plus, comme à mon avis, des avantages, 2 ruptures de charge, une à Ilebo, une à Kinshasa. Et donc le chemin de fer c'est plus court, c'est donc moins coûteux. Le chemin de fer est construit entre 1903 et 1930, il devient opérationnel en 1930. C'est le chemin de fer qui va être utilisé par l'Union minière pour évacuer son cuivre durant toutes ces années. Depuis, jusque, même lorsque ça devient la GECAMINE, en 1967, c'est le chemin de fer qui est utilisé. Ok. Voilà. Ce chemin de fer, qu'on appelle TANKS, pour Tanganyika Concession Limited, connaît des problèmes en 1975 quand la guerre civile commence en Angola. Elle est fermée. Elle est fermée. Le président Mobutu était général à l'époque. Nous n'avions plus d'autres voies pour exporter notre cuivre. La seule voie qui restait, c'était la voie nationale. Donc c'est un mensonge. Je pensais que le président Mobutu l'a fait par volonté d'assurer notre souveraineté sur... Le nationalisme. Non, non. Il l'a fait par nécessité. Et d'ailleurs, je me souviens, j'étais gamin à l'époque, c'est une des premières fois que je regarde la télévision en Belgique. Le président Mobutu était venu pour présenter un plan de redressement du Zaïre en 1976, je crois. Et il expliquait que les difficultés du Zaïre, à l'époque, venaient de ce que le cuivre, qui était la principale matière d'exportation de la RDC, du Zaïre à l'époque, avait vu ses cours baisser dans une proportion de 3 à 1, alors qu'en réalité, les frais de transport de son cuivre avait été augmenté du fait de la fermeture de l'Obito, avait augmenté dans une proportion de 1 à 3. Donc en réalité, quand on parle du chemin de la voie nationale, il faut savoir que c'est une voie qui coûte cher et qui comporte, en plus de cela, des risques. Quels sont les risques qu'elle comporte? D'abord, les risques de perte. Les risques de perte sont énormes. Vous savez que, par exemple, le vol de cuivre était devenu quelque chose, un mal national. Lorsqu'on mettra sur des distances énormes comme ça, non surveillées, 15, 5, 10 000 tonnes de cuivre, je ne sais pas ce qui arrivera. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose et que les gens n'ont pas conscience aujourd'hui, c'est qu'en réalité, à l'époque, quand on utilise la voie nationale, ça va être une période limitée. Je vous expliquerai pourquoi. Ce n'est que la GECAMINE produit 400 000 tonnes de cuivre. Nous en produisons 6 fois plus. Je ne sais pas. Et à l'époque, je crois que cela dépassait déjà à la limite des capacités de la SNCC et de l'ONATRA. Bon. Donc, en gros, à partir de la fin des années 80, la GECAMINE est en difficulté, mais aussi les voies avec la fin des régimes d'apartheid, etc., des régimes coloniaux qui étaient au Zimbabwe, etc., et la construction du chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie, le Tazara, qui a été construit pour permettre à la Zambie d'exporter son cuivre vers la Tanzanie. On va utiliser la route. La GECAMINE, c'est sous Mobutu qu'on commence à utiliser la route. Et la première entreprise qui utilise la route, une des premières, c'est une entreprise qui appartient en partie à Niwa Mobutu. Ok, le fils du maréchal. Exactement, Merzario. Merzario, dans lequel il a été partenaire avec le consul Zonino, le fameux consul Zonino. Ok. Donc, et après Merzario, il y a eu Sabot de Rottenbach, le fameux Zimbabwéen, qui déjà opérait déjà à cette époque-là, et même KTB. KTB, le frère de Moïse Katumbi, avait une compagnie qui s'appelait KTB Transport. Une compagnie de transport. Et une compagnie de transport. Donc l'idée selon laquelle c'est en réalité après l'arrivée, à partir de 2000, qu'en réalité on a commencé à utiliser le transport par route, est un mensonge. C'est un mensonge historique et les gens doivent en être conscients. Merci. Donc voilà. Si maintenant nous voulons utiliser la voie nationale, il y a donc 3 risques. C'est coûteux, c'est risqué. Et comme c'est risqué, les primes d'assurance vont être colossaux. Je ne sais pas si les gens sont conscients de ça. Les primes d'assurance vont être énormes. Et comme c'est un coût pour les entreprises minières, eh bien, elles vont faire moins de bénéfices. Si elles font moins de bénéfices, elles paieront moins d'impôts sur le bénéfice. Donc l'État, s'il veut favoriser cela, ça c'est le premier point que je retiens, il perdra d'un côté ce qu'il gagne de l'autre. D'accord? Je comprends. D'accord. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est le transport, ce n'est pas seulement à l'export. Le transport, la rentabilisation du transport, c'est à la fois à l'export et à l'import. Il y a des produits qui interviennent pour tout ça. Exactement, les miniers importent énormément.
Il y a tous les intrants dont les besoins, le soufre, le carburant, etc., les équipements lourds, etc. Le transport, on le dit, les recettes, par exemple, venant de Benguela, ça sera 40% l'export, 60% les imports. Alors, je me pose la question, quand les gens disent qu'il faut utiliser la voie nationale, il faudra l'utiliser à l'export et à l'import. C'est une évidence, évidemment qu'il faut utiliser... Donc, vous voyez, à la fois, ça signifie que les miniers devront supporter 2 risques en même temps, 2 coûts en même temps. Le coût sera astronomique pour les miniers. Troisième chose, il y a là-bas, au-delà de Muchacha, tout près de Kolwezi, une compagnie minière qui s'appelle Kisenge Manganèse, dont vous avez entendu parler. Oui, Kisenge Manganèse. Qui produit du manganèse. Elle a cessé de produire parce qu'en réalité, elle ne pouvait, la seule voie par laquelle elle pouvait exporter son manganèse, c'était par la voie de l'hôpital, dans la mesure où le manganèse a un coût si bas qu'en réalité, il ne peut pas être transporté autrement. Je pose la question, elle aussi, Kisenge Manganèse, devra utiliser la voie nationale? Donc, si on dit qu'elle va utiliser la nationale, elle ne le pourra pas parce que son manganèse ne sera plus compétitif, sera très élevé. Donc, en réalité, on la maintient en faillite. Il faut que les gens comprennent quand vous parlez de la voie nationale. Elle va du Katanga, elle passe par le Kasaï. Exactement. Elle revient par le Bandundu. C'est-à-dire que pour aller à Kinshasa. Exactement. Kinshasa. Donc, on utilise le fleuve et en même temps le rail. Donc, et alors, il faut que les gens expliquent réellement. Parce qu'il n'y a rien pour le moment. Il n'y a pas de port de banane dont on parle, ça n'existe pas encore. Donc c'est quelque chose d'hypothétique. Je ne sais pas, entre Matadi et Boma, comment sera effectué le transport. Il imagine comment? Par bateau? Ça sera fait par train? La réhabilitation du chemin de fer, moi je suis à Kinshasa, je sais que le chemin de fer ne fonctionne pas. OK? Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc en gros, l'idée, ce serait de dire, réhabilitons le chemin de fer. Si je peux comprendre un peu ce que... parce que je ne pense pas que M. Kamere soit quelqu'un de... Je vais arriver à M. Kamere. Je pense que toute la réflexion de M. Kamere est celle-ci. Je la résume. Je sais que M. Kamere sait que c'est une voie qui coûte plus cher. Je pense que l'idée de M. Kamere, c'est de dire cet argent que les Américains donnent pour la réhabilitation du chemin de fer de Benguela, etc., ils auraient pu nous le donner, nous, pour que nous réhabilitions notre voie nationale. En fait, c'est nous qui aurions dû négocier pour faire en sorte que ça soit ainsi. Ça sera plus d'argent. On ne peut pas forcer la main aux Américains. Ils font les choix qu'ils veulent. Mais est-ce que leur choix est rationnel? Parfaitement. Parce qu'en réalité, je vais vous dire ceci, il y a quelque chose que les gens, peut-être que vous avez souligné là, vous l'avez souligné, mais à mon avis, c'est un peu simpliste. Le chemin de fer de Benguela ne concerne pas que le Congo. Il concerne la Zambie. Oui, j'ai vu les présidents zambiens, voilà. Le vice-président tanzanien. Exactement. Il concerne la Zambie aussi. Je peux même vous dire ceci, il y a plus d'entreprises américaines, purement américaines, de production de cuivre en Zambie qu'il y en a en RDC. Donc, en gros, nous n'avons pas d'entreprise américaine ici qui exploite notre cuivre, par exemple. Mais en Zambie, il y a Cobalt, qui vient de découvrir la mine de Mingomba. Une entreprise américaine. Oui, américaine, qui appartient à la fois à Jeff Bezos et à Bill Gates. Wow. Voilà. Il y a une des plus grandes entreprises canadiennes en matière de domaine du cuivre, qui est First Quantum, qui était chez nous, qui est parti. Ils sont en Zambie, ils ont des grandes mines dans ce qu'on appelle le Northwestern, la province qui est juste en dessous du Lualaba en Zambie. First Quantum est là, c'est canadien. Vous avez aussi une entreprise qui est chez nous, mais qui fait que de l'or. Paradoxalement, en Zambie, elle fait du cuivre. Quelle entreprise? Barrick. Barrick Gold est présente en Zambie. Mais dans le cuivre. Mais dans le cuivre. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si, à la limite, on se dit, puisque le secteur minier chez nous est surtout entre les mains des Chinois, en Zambie, là, le secteur minier, c'est vrai que la proportion est beaucoup moindre. C'est-à-dire que les perspectives sont beaucoup plus intéressantes dans ce sens qu'il s'agit d'entreprises occidentales vendant à des Occidentaux. C'est des très bonnes précisions que vous nous donnez, M. Charles Yave. Vous vous retrouvez en face de M. Vital Kamere, qui dit carrément que les intérêts de la République démocratique du Congo n'ont pas été mis en exergue suffisamment
concernant ces corridors de Bito. Et vous lui dites non. Et il vous pose la question, pourquoi vous êtes contre ce que je suis en train d'affirmer? Vous répondez comment? Je vais vous poser une question. D'abord, deux réflexions. Pourquoi simplement le cuivre? Pourquoi est-ce que seulement le cuivre, le cobalt du Sud Katanga qui doit passer par la voie nationale? Pourquoi pas la cassitérite? La cassitérite du Maniema, du Sud... on en a la cassitérite. Oui. Pourquoi on pourrait dire la cassitérite, ce doit passer? L'étain. L'étain doit passer par là. Pourquoi simplement les produits miniers? Pourquoi pas les produits agricoles? Pas dire le cacao du Nord Kivu. Eh bien, il faut que ça passe par pourquoi vous ne citez pas le coltan? Nous avons de problèmes avec les voisins. Le coltan, voilà. J'ajoute une chose qui est assez intéressante. Ça, c'est l'immédiat. Ça va venir d'ici 5-10 ans. Nous savons qu'il y a un chemin de fer qui est en train d'être construit de Mombasa, qui passera par tout l'Ouganda, qui va entrer en Ouganda, et puis qui va descendre vers le Rwanda et le Sud Kivu. Alors, je pose une question à M. Kamere. Vous serez contre qu'il y ait un lien entre un chemin de fer construit en RDC et ce chemin de fer-là? Vous direz toujours, on ne peut pas utiliser ce chemin de fer. Il faudra toujours qu'on attendra pour construire par la voie nationale. Je vais aller plus loin. Une autre réflexion. Nous avons du pétrole dans le lac Édouard. Oui, le lac Édouard. Édouard. Le lac Albert. Albert, pardon. Vous savez que du côté ougandais... Ougandais, on exploite déjà. On exploite, et il y a un pipeline qui existe jusqu'au Mombasa. Lorsque nous allons commencer à exploiter, on interdira l'utilisation du pipeline qui passe par l'Ouganda? Non, cela ne relève pas de nous. Alors, je ne comprends pas. Cette réflexion n'est valable que pour une partie de la République et pour de produits qui viennent d'une partie de la République. Ça ne sera pas valable lorsque, je prends un exemple, si demain il y a du pétrole, on trouve du pétrole au nord ou Bangui. Donc là-bas aussi, on dira, ce pétrole ne pourra pas exploiter. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver un pipeline qui le relie jusqu'à Banane. Il ne pourra pas passer par un port qui est plus près, qui est moins coûteux pour les... Aucun homme d'affaires ne voudrait dépenser plus qu'il voilà comment je lui répondrai. Le Congo est un grand pays. Le Congo a 9 voisins. Il a plusieurs points de sortie, points d'entrée. Il est, à mon avis, insensé de dire on doit limiter le Congo, tous les produits qui entrent, tous les produits qui sortent, à un seul point de sortie. Je vais lui rappeler quelque chose parce que je crois qu'il le sait. Je vous ai dit du temps colonial, c'est Lobito, Bengola Lobito, la voie nationale était utilisée pour quoi? Elle était utilisée pour, pour les produits agricoles. Coton, café, EVA, huile de palme, qui sortait, qui venait dans l'interland quinois, province de Léopoldville, province de l'Équateur, et un peu la province orientale, qui utilisait le fleuve pour la voie la moins coûteuse, et qui passait par Kinshasa pour aller vers Matadi, et sortir. Voilà. C'était en réalité l'agriculture. Toute cette réflexion de dire il faut que ce cuivre, c'est une manière de rentabiliser toutes ces infrastructures, etc., et de créer des revenus dans cette partie de la République, il faut faire relancer l'agriculture dans cette partie de la République. Il le faut. C'est une question, à mon avis, comment est-ce que je dirais, d'intérêt national, de cohésion nationale. Si on continue à dire il y a une partie de la République qui produit, l'autre partie qui doit nécessairement, les revenus de ce qui est produit doivent venir par là, c'est une erreur. Il faut, pour l'avenir du Congo, et c'est d'autant plus facile aujourd'hui que les cours de ces matières premières agricoles ont augmenté. Je vais vous faire une confidence, je ne sais pas si vous êtes au courant. Une tonne de cacao coûte plus cher qu'une tonne de cuivre. Oui, ça c'est vrai. Une tonne de cacao. Mais je ne vois aucune action pour planter le cacao. Il n'y a aucune sensibilisation forte. Aucune. Les gens qui le font, je sais que ce sont des privés qui le font au Nord Kivu, un peu en province orientale. Mais ici, rien. Je ne vois rien. Vous voyez, or, notre potentiel de production du cacao, il est aussi fort que celui du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Voilà, à mon avis, comment nous pouvons rendre plus riche le Congo, rentabiliser des infrastructures dans cette partie de la République, et non pas dire, voilà, les autres, ils n'ont qu'à supporter des coûts plus élevés, peu importe, mais l'important, c'est que ces infrastructures doivent être mises en valeur, doivent servir le pays. C'est une erreur. C'est une erreur économique. Ok, alors, mais quel est l'intérêt des Américains
par rapport à ces corridors de Lobito? Il faut le dire aussi, Lobito, c'est les ports, mais les chemins de fer, il arrive jusqu'à Benguela. Et de Benguela jusqu'à Lobito, c'est la route? C'est la route. Non, 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 c'est le chemin de fer. Mais le terminal, réellement, le port, c'est Benguela. Et ensuite, les produits sont amenés vers le port de Lobito. Alors, c'est pourquoi les Américains sont si intéressés à la réalisation de cet important projet? Parce que, vous l'avez vu, du temps, toutes les années passées à la tête des États-Unis, Joe Biden n'est jamais venu en Afrique et il ne vient que pour ça. Ok, je pense que d'abord il faut remettre les choses, je crois qu'il faut remettre un peu de vérité et de clarté dans cette histoire. Ce ne sont pas les Américains qui ont proposé aux Angolais de réhabiliter cela. Okay. Ce sont les Angolais qui ont allé voir les Américains. L'idée, c'est quoi? Vous savez, le chemin de fer appartenait à Tanks. OK? Tanganyika Concession Limited. Vous l'avez dit. Dos Santos l'avait récupéré, cette concession. Ensuite, les Angolais ont fait procéder à une réhabilitation par les Chinois. Mais ils n'ont pas été satisfaits. Enfin, ça a été fait, c'était déjà fait. La route existait déjà. Et je crois d'ailleurs que le président Kabila avait rencontré le président Dos Santos à Dilolo à cette époque. Ils avaient fait le tour avec le président Lungu à l'époque. Je ne sais pas si vous êtes... Je me rappelle l'actualité. Ben voilà. Seulement, quand notre ami Lorenzo est arrivé, il a estimé que la réhabilitation n'a pas été bien faite. Et en plus, elle n'a pas été faite aux standards qui seraient les standards modernes. Et c'est donc... Les Chinois ont proposé, les entreprises chinoises ont proposé de réhabiliter à la demande pour satisfaire les besoins, les critères angolais. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il voulait diversifier sa coopération économique et il s'est adressé aux Américains. Il a dit aux Américains, voilà un projet. Alors, ça tombe dans une époque où les Américains veulent concurrencer la Chine. Les Américains se rendent compte qu'ils ont commis une bévue en négligeant en fait l'Afrique et ils se disent, voilà, nous allons trouver quelque chose d'emblématique qui montre qu'en réalité, nous sommes aussi partants dans ce jeu en Afrique. Et ils ont en réalité, c'est comme ça qu'ils se sont intéressés à ce projet. Mais moi, M. Zaïd, je reste prudent. Je suis très sceptique. Il y a deux choses. Le calendrier politique, à mon avis, risque de perturber beaucoup de choses. Comment ça? Premièrement, il promet beaucoup de choses, Biden. Mais ce n'est plus le président des États-Unis. Oui, il part. Il part bientôt. Est-ce que l'administration de Trump sera toujours aussi intéressée? C'est possible. Comme aussi, ça ne soit pas possible. Ouais, mais ce sont les intérêts américains qui prévalent, non, entre autres? Parfois, ça change. Les priorités, l'ordre de priorité, bon... Ces matières-là, elles sont éminentes pour la technologie du futur. J'entends bien. Mais le problème, c'est qu'à la limite, les Américains achètent toujours. Il n'y a pas d'entreprise américaine ou d'industrie américaine qui dit nous sommes à court de cuivre ou à court de cobalt. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Oui. Donc, en gros, l'important, c'est de s'assurer des lignes d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas d'interruption politique des approvisionnements. Bon. La deuxième chose qui est là, c'est l'Angola elle-même. Est-ce que le successeur de Lorenzo va avoir le même point de vue? Est-ce que celui qui va le remplacer va se dire, bon, moi, il a tourné le dos à la Chine, est-ce que moi, je vais aussi continuer dans cette voie ou bien je ne vais pas revenir à la Chine? Vous voyez? Il y a, à mon sens, je dirais quelque chose des risques politiques dans cette affaire-là. Donc, nous devons en être conscients. Mais moi, à mon sens, nous devons jouer ce jeu comme le jouent les Zambiens. Les Zambiens le jouent, à mon avis, de manière extrêmement... intelligente, puisqu'ils ne choisissent pas entre les Chinois et les Américains. Quiconque vient avec un projet qui peut être d'intérêt pour la Zambie, eh bien, on le laisse investir. Parce que d'un côté, les Zambiens sont partis au corridor de Lobito, mais avec les Américains, mais de l'autre côté, ils sont partis du projet Tazara. Ils le sont. Avec la Tanzanie. Avec la Tanzanie. Et je crois qu'en fait, ils ont même encore un autre projet de chemin de fer qui partirait, qui longerait le Congo, le long de la côte de la Zambie, etc. Parce qu'il y a beaucoup de projets d'interconnexion par ligne de chemin à faire dans cette zone de l'Afrique. Pour rebondir sur ce que disait à propos de la partie de cette fracture Est-Ouest en matière d'infrastructure, c'est un danger pour le Congo.
on risque d'avoir une partie du Congo, la partie Est, qui va être très interconnectée aux lignes de chemin de fer qui vont exister surtout en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Et ici, cette partie-ci, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est même dramatique, il y avait le projet de pont-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le pont-route-rail. Pont-route-rail, rien. Oui, on a estimé que Banana vaudrait mieux que ça. Non, non, on a dit on va construire Banana avant. Et puis après ben, on n'a rien, ni l'un ni l'autre, pour le moment. On aura quand? On n'en sait rien. Ben, c'était aussi à notre désavantage, parce que bon, le dédouanement de véhicules au niveau du Congo est beaucoup plus rentable ou profitable à tout acheteur, tout importateur que, par exemple, venant de Matadi et ainsi de suite. Bon, en quoi est-ce que c'est peu profitable? Ne regardons tout jamais... moi, je ne suis pas colbertiste. Je ne suis pas mercantiliste. Je crois que la pensée politique, souvent ici en RDC, elle est mercantiliste. Elle n'est pas libérale. L'idée, c'est de dire, l'objet de l'économie politique, c'est que ce soit l'État qui s'enrichisse, pas les particuliers. Vous voyez? Alors, c'est logique qu'on réfléchisse comme ça. Mais pour le particulier, qu'est-ce qu'il veut, le particulier? Payer le moins de douane. C'est ça, non? Oui. Et pour quelqu'un comme moi, je pense que si le particulier paye moins, il travaille plus, il économise. Et c'est cette épargne qui fait en sorte que le pays, ça permet l'investissement et ça permet aussi à un pays d'évoluer. Vous voyez? Ici, on pense que si tout est entre les mains de l'État, eh bien, c'est une bonne chose parce qu'entre les mains de l'État, ça sera la réussite. On se rend compte que c'est faux. Ah, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas être gentil. Je sais que, par exemple, M. Alinguete disait le contrôle a pour objet, le contrôle a priori, de faire en sorte que les entreprises publiques fonctionnent mieux. Toutes les entreprises publiques au Congo sont en faillite. Elles sont d'ailleurs dans une situation pire aujourd'hui qu'elles l'étaient avant que ce contrôle de l'IGF soit institué. Vous êtes sûr, l'IGF, qui a eu des applaudissements de tout le monde? De qui? Dans du chef de l'État, tout récemment, lorsqu'on a ouvert les travaux qui incarnent ou bien qui rassemblaient tous les inspecteurs financiers, un peu d'Afrique et tout ça qui sont venus. Ça, c'est une vieille discussion. Je vous dirais simplement que l'augmentation des recettes de l'État, elle est en ligne entre 2019 et aujourd'hui, elle est en ligne de ce qui se faisait avant. En proportion même, les recettes de l'État ont augmenté beaucoup plus fortement. Je vais vous donner un exemple simple. Le budget de l'État était de combien en 2001? On n'est peut-être pas encore à 4 millions, 4 à 5 millions, 5 milliards, voulais-je dire. Non. En 2001. Non, en 2001, il y avait 500 millions, 500 millions, 350, 400, 500 millions. Les autres l'ont laissé à 4 millions et quelques. Donc on l'a multiplié par 9. On l'a multiplié par 9. Faites un calcul et posez-vous la question. 6 ans, c'est à peu près la moitié de cette période, non? C'est 6 ans, non? Donc on aurait dû avoir une augmentation par 4,5. Effectivement, oui. Donc en fait, le budget devrait être de l'ordre de 20 milliards, 22 milliards, pour être en conforme à l'augmentation qu'on a constatée durant ces années-là. Être en phase. Voilà. L'augmentation des recettes est venue mécaniquement de l'accroissement de la production minière. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une autre explication. Il n'y a rien. Il n'y a pas le pain que l'on produit sur la base de manioc. Absolument l'arrivée des entreprises de fabrication de, comment on appelle ce qu'on prend la Vermaloukou, de boissons. L'augmentation est venue de l'accroissement de la production minière qui est passée de 500 000 en 2019 à 2800 pour le cuivre, à 2 800 aujourd'hui. C'est tout. C'est impérial. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Okay. C'est ma conviction. Alors, une dernière phrase. Vous avez déjà prodigué beaucoup de conseils aux autorités congolaises, que l'on devait se focaliser sur la production agricole. Mais visiblement, ce sont des slogans quand on parle de la revanche du sol sur les sous-sols, ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas d'effet probant, êtes-vous de ceux qui pensent que on ne va pas sortir de l'auberge? Moi, je pense que sans développement de l'agriculture, et je vais vous donner des chiffres contrairement à tous ceux qui parlent comme ça en l'air, ils lancent des slogans, etc. En 1959, le Congo-Kinshasa exportait en valeur pour 52% de produits miniers, 48% de produits agricoles. Nous exportons aujourd'hui des produits miniers pour à peu près 30 milliards. Donc, pour être en ligne
si on était resté sur la même base qu'en 59, on devrait être à peu près à 25 milliards de dollars d'exploitation agricole. Wow. Voilà. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles, à mon avis, par exemple, l'obstacle majeur que moi je vois dans ce domaine, c'est nos lois. Nos lois qui ne permettent pas, qui ne garantissent pas la propriété. L'agriculture, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Et vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, n'avoir pas des droits de la propriété qui soient sûrs. Oui, j'ai assisté à des réunions avec Voilà. des investisseurs dans le secteur agricole qui émettaient effectivement ces... D'accord. Nous avons non seulement la loi de 73 est mauvaise, parce que je vais vous donner un exemple. Chez nous, la concession ordinaire qui est admise pour les étrangers et pour les personnes physiques étrangères et pour les sociétés, elle est de 25 ans. 25 ans, c'est peu. Si vous allez en Zambie, on peut vous donner une location d'une terre à 99 ans. Wow. Vous choisissez quoi? 99 ans 99 ans. Et vous avez un accompagnement des autorités qui est beaucoup plus important en Zambie que chez nous. Nous devons faire le même effort qui a été fait pour attirer des investissements miniers en 2001 par le Code minier de 2002. Nous devons pouvoir faire le même effort pour attirer des investissements dans le domaine agricole. Vous voyez? Ça va être dur parfois, ça va donner lieu à des conflits, etc. Mais nous pouvons à la fois, dans ce domaine particulier, faire des investissements, de gros investissements d'un côté, et à côté, développer le paysanat. Moi, j'ai toujours dit, je vais vous faire une blague. Je ne sais pas combien coûte le Parlement, ou en tout cas le Sénat. Prenons 100 millions. Prenons 100 millions. L'an ou 100 millions l'an. Prenons 100 millions oui. l'an. Bien, moi, j'aurais dit, j'aurais supprimé le Sénat. Je ne vais pas entrer dans le débat. Si on promet cet argent... C'est populiste, ça? Je vous donne cette question d'affectation. Le sous-développement, c'est une mauvaise affectation des ressources. Vous prenez cet argent et vous distribuez à des paysans, ici tout autour, au Bandundu à l'Équateur. Et vous dites, chaque fois que vous plantez du cacao, un arbre du café, on vous donne 200 $. On vous donne 200 $. Ou bien on peut dire, vous faites sur telle surface. Eh bien, c'est beaucoup plus bénéfique en 5 ans pour ce pays que payer des sénateurs. Voilà, c'est clair ce que vous avez dit. On comprend. Alors, merci beaucoup, Monsieur Yav Charles, d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que vous avez levé tout le doute qui persistait au sujet de ce corridor Lobito, et ça nous permet d'être suffisamment ragaillardis et d'être capés, ou plutôt de disposer de ce qu'on appelle avoir de la bouteille pour tenir ces genres de discussions vis-à-vis des personnes qui paraîtraient être beaucoup plus informées que soi alors que ne les sont pas. Merci beaucoup d'être venu. Et nous vous disons de demeurer fidèles et de vous abonner toujours conséquemment au niveau de Business and Market Télévision. On se retrouve pour d'autres programmes. Vous avez quelque chose à dire? Évidemment, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Cette émission est tournée le 10 décembre et cela coïncide avec mon anniversaire. Je vous dis merci beaucoup, Monsieur Charles Yav, de vous en être souvenu. Merci, on reste ensemble sur BM Télévision, mais avec beaucoup d'autres programmes qui vont migrer et que vous allez découvrir d'ici peu. Au revoir.